Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Les Philippines menacent d'envoyer des navires de guerre en mer de Chine. Cette zone riche en hydrocarbures continue d'être le théâtre de tensions. La Chine participera au sommet organisé par les États-Unis sur le climat. Le ministère des Affaires étrangères chinois a confirmé la présence du président Xi Jinping. Comment le groupe Peugeot veut-il enrayer la chute des ventes en Chine? La nouvelle directrice générale de la marque automobile française a annoncé la préparation d'un nouveau plan d'action. La Chine reste déterminée à devenir une destination importante pour les investissements étrangers. C'est en tout cas ce qu'affirme le Premier ministre chinois Li Keqiang. Les projets de conservation de l'eau profitent aux habitants du Tibet. Aujourd'hui, l'eau potable arrive dans 80% des zones rurales de la région. Riche en ressources pétrolières, la mer de Chine méridionale est une zone très disputée entre les pays riverains. Depuis maintenant plusieurs mois, régulièrement des tensions y sont recensées. Aujourd'hui, les Philippines menacent la Chine d'envoyer des navires de guerre, alors que la Chine revendique la quasi-totalité de cette mer. Regain de tension en mer de Chine méridionale entre la Chine et les Philippines. Le président Rodrigo Duterte menace d'envoyer sa marine de guerre dans cette zone riche en hydrocarbures et très contestée. Alors qu'il a opéré un rapprochement stratégique avec Beijing après son arrivée au pouvoir en 2016, il est désormais la cible de critiques au sein de son pays pour sa passivité, dit-on, de l'expansionnisme chinois dans ses eaux. Les tensions sont montées d'un cran le mois dernier quand des centaines de bateaux chinois ont été détectés près du récif contesté de Witsun, situé dans la zone des îles Spratly, objet de revendications rivales de plusieurs pays, dont la Chine et les Philippines. La Chine, qui revendique la quasi-totalité de cette mer de Chine méridionale riche en ressources naturelles, refuse depuis des semaines de retirer ces navires dont Manille affirme qu'ils ont illégalement pénétré dans sa zone économique exclusive. Beijing avait affirmé qu'il s'agissait de bateaux de pêche ayant fui le mauvais temps. Des navires de la marine philippine avaient alors effectué des patrouilles de souveraineté dans la zone. La Chine affirme être le premier pays à avoir découvert et nommé les îles de la mer de Chine méridionale. Une juridiction basée à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour permanente d'arbitrage avait cependant donné raison à Manille en 2016, en estimant que Beijing n'avait aucun droit historique, disait-elle, sur cette mer stratégique. Les relations entre la Chine et les Philippines se sont améliorées sous le mandat de M. Duterte, qui a essayé de faire sortir son pays du giron des États-Unis, ex-puissance coloniale, pour renforcer la coopération économique avec son voisin chinois. Le président philippin a plusieurs fois pointé qu'il serait vain d'imaginer une guerre avec la Chine et a réaffirmé en début de semaine que toute tentative des Philippines de reprendre la mer de Chine par la force se solderait par un bain de sang. La Chine a annoncé sa participation au sommet organisé par les États-Unis. Malgré les tensions entre les deux pays, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a confirmé la présence du président chinois Xi Jinping. La réunion virtuelle aura lieu jeudi et vendredi. Le président américain Joe Biden, qui souhaite marquer le retour des États-Unis en première ligne dans la lutte contre le réchauffement climatique, a invité une quarantaine de dirigeants. Malgré de vives tensions ces dernières semaines, la Chine et les États-Unis semblent décidés à collaborer sur le climat. Beijing a confirmé mercredi 21 avril la participation du président chinois Xi Jinping au sommet virtuel organisé cette semaine par son homologue américain Joe Biden. Xi Jinping prononcera en ligne depuis Pékin un important discours, a déclaré le ministère des Affaires étrangères chinois Wang Yi, mettant fin à une certaine incertitude quant à sa participation. La Chine et les États-Unis sont les deux premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement planétaire. Leur entente est donc cruciale pour la réussite des efforts internationaux entrepris pour réduire ces émissions. Le président américain a invité 40 dirigeants mondiaux au sommet qui se tiendra par visioconférence jeudi et vendredi, dont Xi Jinping et le chef d'État russe Vladimir Poutine. Cette réunion est censée marquer le retour des États-Unis en
en première ligne dans la lutte contre le changement climatique après leur désengagement durant le mandat de Donald Trump, lequel avait retiré son pays de l'accord de Paris. Joe Biden avait décidé dès son premier jour à la Maison-Blanche en janvier de réintégrer son pays à cet accord. Peugeot veut se relancer en Chine. La nouvelle directrice générale de la marque automobile française, Linda Jackson, souhaite reconquérir le premier marché automobile mondial, alors que les ventes ne cessent de baisser dans le pays. Pour ce faire, elle a annoncé la préparation d'un plan d'action fondé sur une nouvelle stratégie de gamme et de positionnement. Peugeot veut capitaliser sur le French Chic pour se relancer en Chine. C'est ce qu'a annoncé mardi sa nouvelle directrice générale. Pour Linda Jackson, il est impossible d'imaginer Peugeot sans une présence en Chine. Il faut trouver une solution, a-t-elle affirmé. Nommée en janvier suite à la fusion PSA et FCA, l'ancienne patronne de Citroën s'est vue confier la mission de relancer l'internationalisation de Peugeot, notamment en Chine où les ventes s'écroulent depuis plusieurs années. Nous avons fait des erreurs, nous sommes en train de travailler sur un plan d'action autour d'une nouvelle gamme, une nouvelle identité et un nouveau positionnement de la marque, a-t-elle admis. Le message pour Peugeot en Chine, c'est le French Chic, esthétique, dynamisme, connectivité, tout ça dans un package français design, a expliqué la directrice de la marque. La marque au Lyon doit accélérer son internationalisation au moment où 80% de ses ventes sont réalisées en Europe. La marque française va se concentrer sur 3 zones pour son expansion internationale, l'Afrique, Moyen-Orient, l'Amérique latine et la Chine. Stellantis, la maison mère de la marque, avait déjà annoncé que Peugeot ne retournerait pas aux États-Unis, préférant dans un premier temps creuser le sillon d'autres marques qui s'y vendent bien, comme Chrysler, Ram, ou qui ont plus de potentiel, comme Alfa Romeo. La conquête du marché chinois reste cependant une des plus grandes priorités affichées par le groupe Stellantis depuis sa création en janvier. Dès cet été, une des marques premium du groupe DS compte s'y relancer avec une berline de luxe classique, la DS9. Citroën a présenté de son côté un nouveau modèle haut de gamme C5X, un mélange de berline, de break et de SUV qui sera fabriqué uniquement en Chine à Chengdu et devrait y réaliser une large partie de ses ventes dès son lancement à l'automne 2021. Et justement, la Chine reste déterminée à rester une destination importante pour les investissements internationaux. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Li Keqiang lors d'une visite à Chengdu. Selon lui, la Chine maintiendra sa politique d'ouverture au cours du 14e plan quinquennal. La Chine restera déterminée à devenir une destination importante pour les investissements mondiaux et continuera à uniformiser les règles de jeu et garantir une concurrence loyale aux entreprises de différents pays, a déclaré le 20 avril le Premier ministre Li Keqiang. Li Keqiang a fait cette remarque lors d'une visite au Centre d'affaires et d'innovation pour la coopération Chine-Europe à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le cadre d'un voyage d'inspection de 2 jours dans la province qui a débuté lundi. La Chine, a-t-il souligné, maintiendra sa politique d'ouverture comme toujours et elle deviendra de plus en plus ouverte, ajoutant que la nation déploiera également des efforts persistants pour créer un environnement commercial internationalisé et orienté vers le marché, régi par un cadre juridique solide. Au cours de sa visite, le Premier ministre a appris comment faire des investissements et créer des entreprises en Chine auprès de dirigeants d'entreprises de 14 pays et s'est enquis du soutien politique qu'il espérait. Il les a félicités pour leur contribution à la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement de la Chine et d'autres pays, sachant qu'ils sont restés dans la ville depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Selon le Premier ministre, il y a un immense potentiel de marché et une marge de croissance à Chengdu, une ville clé du sud-ouest de la Chine, et le pays est favorable à ce que les chefs d'entreprise étrangers fassent des investissements à long terme dans la ville. Il a enfin exprimé l'espoir que le centre d'affaires et d'innovation qui sert de plateforme aux régions ouest de la Chine pour coopérer avec l'Europe dans les domaines du commerce, des investissements et de la technologie restera ouvert sur le monde et deviendra une plus grande plateforme d'ouverture et un plus grand centre de coopération mondiale.
Depuis 2016, les villes chinoises voient fleurir des vélos de location pouvant être débloqués avec un simple smartphone. Ils connaissent un grand succès au point de relancer l'utilisation du vélo dans le pays. Mais cette omniprésence a aussi des effets négatifs, devenant parfois un cauchemar de gestion pour les municipalités. C'est le cas à Shenyang où un immense terrain vague accueille plusieurs milliers de vélos et scooters électriques inutilisés. Depuis 2016, les villes chinoises sont envahies par les vélos de location qui peuvent être débloqués avec un simple smartphone et laissés sur n'importe quel trottoir après utilisation. Le concept très simple a relancé le vélo en Chine où il était le principal moyen de locomotion jusque dans les années 1970 avant d'être peu à peu supplanté par la voiture, symbole d'élévation sociale. Avec l'essor des marques de vélos partage, ces montures sont devenues omniprésentes, devenant parfois un cauchemar de gestion pour les municipalités. Certaines ont pris des mesures pour limiter leur nombre. À Shenyang, la capitale de la province du Liaoning au nord-est de la Chine, un immense terrain vague accueille ainsi plusieurs milliers de vélos et scooters électriques actuellement inutilisés. Du turquoise, du bleu ou encore du jaune, chaque couleur associée à une marque distincte est représentée dans cet immense parking improvisé où viennent s'entasser ces montures. Des images qui tranchent avec l'image verte généralement associée au cyclisme en milieu urbain. Les grands groupes chinois ont joué des coups de ces dernières années pour s'imposer sur le marché du vélo partage avant que la bulle n'explose. Depuis 2018, la start-up chinoise Ofo a ainsi disparu du marché, croulant sous les dettes. Les dégradations ou les vols volontaires de vélos partagés sont rares en Chine, mais certains sont abandonnés dans des endroits non réglementaires et beaucoup s'entassent aux abords des bouches de métro. Devant l'ampleur du phénomène, certaines municipalités ont réagi. Beijing a par exemple prévu la suppression de 44 000 vélos de ses arrondissements urbains cette année, afin de ramener la flotte de la capitale à 800 000 unités. Partons au Tibet maintenant. Dans cette région autonome, les projets de conservation de l'eau profitent aux habitants. En effet, les autorités ont fait des efforts pour que l'eau potable arrive dans 80% des zones rurales de la région. Un soulagement pour les locaux qui n'ont plus à transporter de l'eau puisée dans les rivières. La région du Tibet au sud-ouest de la Chine a fait des efforts pour rendre l'eau potable salubre au profit d'un plus grand nombre de résidents des zones rurales. Aujourd'hui, l'eau potable arrive dans 80% des zones rurales de la région, a rapporté le Tibet Daily. On dit que désormais les résidents ruraux de la région n'ont plus à transporter de l'eau puisée dans une rivière ou d'une source dans des seaux portés sur leur dos ou sur le dos des animaux, ni à briser la glace pour chercher des ressources en eau. Selon l'agence de presse chinois, plus de 1,9 milliard de yuan, soit environ 278 millions de dollars, ont été dépensés l'année dernière pour divers projets de développement de l'eau potable. Il n'y a pas si longtemps encore, l'approvisionnement en eau n'était pas pratique car de nombreux habitants de la région habitaient dans des zones dispersées et les habitants de certains villages devaient parcourir de longues distances pour ramener de l'eau chez eux. La région a dépensé 737 millions de yuan, soit environ 113 millions de dollars en 2020, pour mettre en œuvre plus de 2000 projets d'eau potable en milieu rural, au profit de plus de 380 000 résidents ruraux. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.